Mon père, un jour, il s'est dit, son rêve, c'était qu'un jour, je puisse venir en France pour faire mes études. Je m'en suis rendu compte que j'avais développé beaucoup de qualités grâce à la classe préparatoire. Il faut jamais se reposer sur ses appuis. Je pense qu'il faut toujours tout donner, même avant et après, parce que tout est possible pendant les concours. J'aimerais bien travailler dans un domaine qui donne du sens à ma vie et surtout dans un domaine qui me permette de donner du sens à la vie des autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Prépa. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Geronimo qui a effectué toute sa scolarité en Colombie avant d'intégrer Danielou puis HEC Paris. Il a également la particularité d'avoir remonté 466 places aux oraux d'HEC. Nous sommes revenus ensemble évidemment sur tous ces éléments, j'en dis pas davantage et je vous laisse découvrir ma conversation avec Geronimo. Salut Geronimo. Salut Dimitri. Super heureux de te recevoir aujourd'hui sur ce Parole de Prépa. C'est pas tous les jours que je reçois un étudiant qui avait probablement jamais mis les pieds ou à peine en France avant de rentrer en classe prépa. Et pourtant c'est ton cas, puisque du coup t'es colombien, ça s'entend très légèrement, mais tu nous raconteras un peu ton histoire, même si ton français est absolument excellent. Enfin là pareil, les gens s'en rendent compte. Et t'as la particularité donc d'être venu vraiment en France pour rentrer en prépa. Déjà, c'est assez presque atypique, j'ai envie de dire, en France de rentrer en prépa, parce que c'est un sacré parcours du combattant qui fait peur à beaucoup de gens. Et toi, tu as en plus changé de pays. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose comme 8000 km entre nos deux pays. Donc, bref, c'était pas une mince affaire. Et malgré tout, tu es rentré à HEC. Donc, tu viens tout juste de rentrer à HEC. Et voilà, je trouvais ton parcours super intéressant. Tu m'avais écrit pour me dire merci par rapport à Major Prépa, parce que c'est ce qui t'a permis aussi de découvrir la prépa. Et là, il y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête et qui me suis dit, en fait, ce serait trop cool que tu fasses un parole de prépa et que tu racontes ça, non pas en DM sur Insta, mais à plein de gens. Donc voilà, je suis super content de te recevoir et je te laisse te présenter. Alors, bonjour Dimitri, je suis vraiment heureux d'être ici avec toi, après d'avoir vu beaucoup de vidéos de ta chaîne YouTube depuis que je suis en terminale. Donc, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Geronimo. Je viens de la Colombie, j'ai vécu mes 18 ans là-bas. J'ai étudié dans un lycée français, plus particulièrement le lycée français de Pereira, qui est aussi un collège et une école maternelle. Donc c'est au sein de cet établissement que j'ai appris le français. Et puis en terminale, j'ai pris la décision de venir en France, de faire une classe préparatoire à Danielou. Et donc aujourd'hui, je suis à HEC, comme tu l'as dit. Ok, parfait. Ça, c'est pour la présentation. Et alors, le lycée, pardon, je suis pas hyper calé en géographie colombienne. C'est où exactement ce lycée ? Alors, je viens d'une ville qui s'appelle Pereira, qui est plus ou moins au centre-ouest de la Colombie. C'est un pays très très grand. La Colombie, c'est plus ou moins trois fois la France. Donc, c'est plus ou moins au centre-ouest. Légèrement, pas très loin de la capitale en avion, par exemple de Bogota. Donc voilà, il est situé plus ou moins au centre-ouest de la Colombie. Ok, très bien. Et alors, juste pour qu'on comprenne bien, donc tu as dit que tu es dans un lycée français. Est-ce que tu as des origines françaises ? D'où ça sort ? Est-ce que c'est courant même d'être dans des lycées internationaux en Colombie ? Enfin, voilà, si tu peux nous parler un peu du paysage éducatif aussi. Alors, il y a 4 lycées français, il me semble, en Colombie. Il y a le lycée français le plus connu, le plus grand, c'est celui de Bogota. Il y a un lycée français à Cali, un lycée français à Medellín qui vient d'ouvrir, il a ouvert récemment, et un lycée français chez moi à Pereira. Alors, c'est pas du tout normal. Moi, par exemple, il n'y a aucun expatrié dans mon lycée. Peut-être qu'il y a certainement d'expatriés à Bogota, mais moi, j'étais entouré, on était tous colombiens. Et donc, pourquoi ce lycée ? Plusieurs raisons. Déjà, c'est aussi un lycée qui a un très bon niveau par rapport aux autres lycées colombiens. Et parce que mon père, un jour, il s'est dit que son rêve, c'était qu'un jour, peut-être éventuellement, je puisse venir en France pour faire mes études. Donc, c'était à la fois par une question académique et aussi et surtout parce que ce lycée allait m'ouvrir de nouvelles portes, des opportunités que je n'aurais pas eues si je n'étais pas dans ce type de lycée-là. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est
Quelle est l'image en fait finalement enfin presque le software pour parler un peu en mode géopo de la France. En Europe, il y a l'Espagne. J'imagine que vous êtes plus proche naturellement de l'Espagne de par la langue. Pourquoi son rêve c'était que tu étudies en France plutôt qu'en Allemagne, plutôt qu'aux États-Unis, j'en sais rien. Enfin, quelle est l'image en fait de la France en Colombie? Alors, c'est plutôt le fait. Mon père, il avait vécu dans certains pays. Non, il a vécu en Espagne, il a vécu aux États-Unis. Et je ne sais pas pourquoi il idéalisait un peu la France. Et c'est surtout, ils ont une très bonne réputation, les lycées français à l'étranger, notamment le réseau des lycées français et ceux en Colombie. Et parce que c'est quand même incroyable d'offrir à des étudiants colombiens l'opportunité d'étudier en France. Donc il s'est dit, pourquoi un lycée français et pas un lycée allemand? Je suppose par une question aussi de disponibilité. Il n'y a pas un lycée allemand. Il y a un lycée français dans ta ville. Et donc, c'est aussi pas une question de hasard, de chance, que je me suis retrouvé dans un lycée français particulièrement et pas dans un lycée allemand ou britannique. Mais, ouais. Et donc, tu as grandi avec cette double culture, quand même. Même si, tu disais, t'étais quand même en Colombie avec des Colombiens. Il y avait quand même la France qui était assez présente dans ton quotidien. Tu avais quelle image aussi, toi, personnellement, de la France? Donc, tu m'as dit en off, tu y avais été en CM2, c'est ça? Enfin, l'équivalent du CM2, j'imagine, en Colombie. Donc, tu connaissais la France, mais finalement, essentiellement par les bouquins ou par les vidéos, ou que sais-je, mais tu n'avais pas vraiment intimement vécu la France avant de venir, en fait. J'avais pas intimement vécu en France, mais il faut savoir que tous nos cours dans un lycée français sont des cours donnés en français. On suit exactement le même programme que des étudiants français. Donc toutes nos matières, histoire géo, maths, SES, on a tout en français. Donc ouais, c'est mon contact et mon lien avec la culture française et tout ce qui entoure la France, c'était plutôt à travers ces matières-là. Mais j'avais jamais été en contact, à part ce voyage que j'ai fait en CM2. J'avais jamais été en contact avec la culture française. À part ça, j'avais aucun lien avant avec la culture française. Ok. Et donc, quand tu arrives un peu en fin de lycée et que tu te demandes ce que tu vas faire derrière, tu es plutôt bon élève, j'imagine. Enfin, si tu as eu Danielou, je suppose que tu n'étais pas dans les derniers de ta classe. Ouais, j'étais un très bon élève. On peut dire ça, oui. Ok. Et quand est-ce que la perspective de te dire, ok, je vais peut-être étudier en France, avec tout ce que ça implique, tu vas dans un pays où tu n'as quasiment jamais mis les pieds, à quel point quand est-ce que ça a mûri dans ta tête et à quel point ça te faisait peur, à quel point t'appréhendais aussi. Enfin, je me mets juste à ta place. Si on m'avait dit, écoute, à la fin du lycée, tu vas aller étudier en Colombie, même si je parlais espagnol, tu vois, j'essaie de me mettre un peu à ta place, quoi. Comment tu l'as vécu, toi? Alors, je pense que c'était au début de la première, quand j'ai toujours été un bon élève. Et c'était au début de la première que ma professeure de français, m'a dit, elle m'a conseillé de me renseigner sur l'ENS à l'époque. Elle m'a dit que j'avais un peu le profil pour postuler à ce type d'école parce que j'avais les notes. Donc c'est, je pense, dès la première où j'ai commencé à m'intéresser un peu aux écoles, à ce moment-là aux écoles plutôt pour un profil littéraire. Mais en cherchant, en me renseignant sur l'ENS, j'ai aussi tombé sur des sites concernant les écoles de commerce, notamment Major Prépa. Donc c'est dès la première que j'ai commencé à me renseigner sur tout le système d'éducation français. Et aussi parallèlement, c'était parce que mon lycée aussi nous donnait un peu des renseignements sur toutes les possibilités qu'on avait. Et donc oui, et en plus en terminale, j'ai eu une bourse d'excellence sous critères académiques, une bourse d'excellence AEFE. Donc sur tes notes, juste pour que tu expliques comment ça marche, c'est quoi? C'était ta moyenne au lycée qui compte? C'est quoi? Non, c'est sur c'est un peu comme Parcoursup, c'est les 2 dernières années qui comptent. Okay. La première et la terminale, les 3 trimestres de la première et les 2 premiers trimestres de terminale. C'est en fonction de ces notes-là et en fonction de tes notes au bac. Ok. Et cette bourse-là m'a incité davantage à venir aller en France pour faire mes études. D'accord. Et ceux qui t'ont parlé de l'ENS, c'était des profs qui étaient français?
tous mes profs étaient français. Tous De mes nationalité. profs, Ok, d'accord. ouais. Ouais, d'accord. Ils sont directement envoyés par le ministère d'éducation français. D'accord. Et quand est-ce que tu as la première fois que tu as entendu parler de la prépa, c'était quand? C'était dans la foulée parce qu'on t'a dit ok, pour faire le BNS, il faut faire une prépa, ou ça s'est passé comment? La première fois que j'ai entendu de la prépa, non, la première fois c'était une prépa ECG parce que, je sais pas, par une question du destin ou du hasard même, j'avais un ami, un très bon ami de mon cousin qui avait fait une prépa, qu'il est colombien mais il est beaucoup plus âgé que moi, il a déjà presque 40 ans. Ok. Il avait fait une prépa et il avait intégré HEC. Et donc, j'avais parlé avec lui. On a fait une visio, on a parlé pendant 50 ans. Et c'est pendant 50, pendant 50 ans. C'est une hyperbole, on va dire, ouais, ok. Pendant longtemps. C'est une période pendant longtemps. Et bah, c'est lui qui m'a dit bah, renseigne-toi sur la prépa ECG. Si tu veux intégrer une très bonne école de commerce, bah, c'est un peu la voie royale. Et c'est là que bah, j'ai commencé vraiment à me renseigner, où j'ai découvert, où j'ai vu plusieurs vidéos de Major Prépa et d'autres personnes qui donnaient des informations à ce moment-là sur la prépa. Ok. Et tu comprends, en fait, le système français est quand même très particulier pour accéder aux grandes écoles. La classe préparatoire, il y a des équivalences si tu desserres un peu la focale, mais globalement, c'est quand même un système très franco-français. Quand tu le découvres, c'est quoi un peu ta réaction? Ouais, c'est surtout la prépa, c'est une formation hyper très très particulière et c'est une formation unique. Et je me rappelle quand j'ai pris la décision de faire une prépa, c'était assez dur d'expliquer à mon père ce que j'allais faire parce que bah c'est pas clair pour expliquer c'est quoi une prépa à un étranger, à quelqu'un extérieur à tout ce milieu-là, parce que ce n'est pas une université, c'est pas une école de commerce, c'est plutôt un point intermédiaire. Et donc, il ne comprenait pas vraiment. Donc oui, bah, j'étais au courant, je savais que c'était une formation très, très, très particulière. Mais je me disais, et je voulais déjà, je rêvais d'intégrer mon école. J'étais presque sûr à l'époque de vouloir faire une prépa. Ok. Donc, tu t'es lancé là-dedans. Ouais. Et du coup, ouais, ça a été Internet ton principal contact. Oui, Major Prépa, ou j'imagine Kinori, ou des gens comme ça. Et c'est quoi que tu regardais le plus? Vraiment les choses très, très factuelles, ou les paroles de prépa, par exemple, pour avoir des retours d'expérience? C'est quoi qui te marque le plus? Je me rappelle beaucoup de certaines paroles de prépa que tu as faites quand j'étais en terminale, avec Kinori, avec l'épicière, avec deux jumelles de Toulouse qui sont arrivées à HEC. Donc je voyais tout ça, et aussi quelques vidéos de Kinori sur retour d'expérience à Henri H4. IV. Ouais, en expérience à Henri IV. Donc Okay. je voyais plutôt ça. Ok, donc tu t'es lancé là-dedans. Ouais. Ouais. Et oui, c'est vrai que les jumelles, c'est un vieil épisode maintenant, mais ouais, voilà, c'est un parcours assez dingue. Elles sont toujours lettonnes d'ailleurs, et elles avaient intégré HEC toutes les deux. Enfin bon, voilà, c'est pas commun, on va dire. Ok, donc tu te dis, ouais, tu peux te projeter un peu là-dedans. Et du coup, ça se passe comment pour toi? Tu remplis Parcoursup comme n'importe quel étudiant français? Exactement, on remplit Parcoursup comme n'importe quel étudiant français. Et j'attendais les résultats impatiemment, oui. Ok. Et tu avais la moindre idée, enfin j'imagine que tu n'as pas d'éléments de comparaison, donc est-ce que tu avais la moindre idée des lycées auxquels tu pouvais prétendre? Enfin, tu as 10 vœux, donc qu'est-ce que tu as mis comme vœux? À l'époque, c'était la difficulté, je pense. Mais je n'étais pas au courant, parce que je savais, j'avais des notes excellentes. Mais c'est là toute la question de la crédibilité de tes notes par rapport aux autres lycées. C'est pas la même chose d'avoir une moyenne de 19,2 dans un lycée parisien que d'avoir une moyenne de 19,2 dans un lycée peut-être à l'étranger. Oui. Donc j'étais pas vraiment, j'avais pas d'éléments de comparaison, mais je me disais que j'allais tout tenter, et pour ne pas avoir de regrets à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai postulé à des prépas avec un très bon niveau. Ok. Et donc, je sais pas si tu te rappelles bien, mais tu as postulé où et tu as été pris où? Alors, j'ai un peu regardé le classement du top 10, c'est un peu ça ce que j'avais mis, et quelques prépas un peu moins classés pour assurer une prépa. Et j'avais mis aussi Dauphine et la Sorbonne, la licence gestion de la Sorbonne. Ok. Et du coup, j'avais mis Danielou, et j'avais mis Saint-Marie à Lyon. Ah oui, donc tu n'as même pas visé Paris, c'était je vais en prépa. Oui, de toute façon, en fait, ouais, quand tu viens de Colombie, tu t'en fiches. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Dans tous les cas, c'est loin, quoi. Ouais.
Ginette, non, ouais, je me rappelle, non, c'était Grandchamp parce que je savais que je voulais faire maths appliquées. Et donc, C'est parce que tu te sentais moins fort en maths? je m'en sentais pas moins fort en maths, mais je savais que j'étais aussi, je me sentais à l'aise en tout cas dans les autres matières plus littéraires qui demandent une dissertation. Donc, bah, j'allais pas tout miser sur les maths. Oui, c'est ça, parce que juste pour expliquer pour ceux qui savent pas, maths appro, en théorie, tu fais quasiment la moitié de ton temps en maths, quoi, ou Exactement. presque, alors que maths appli, c'est beaucoup plus équilibré. Exactement. Alors, et un peu les lycées classiques parisiens, Henri IV, Stanislas. Ouais, voilà, j'en rappelle pas. Après. Les top lycées, ouais, les top Exactement. lycées, quoi. Exactement. Ok, Et d'accord. donc après, grande surprise, les résultats tombent et je suis pris direct à Danilou et au lycée à Saint-Marie à Lyon. Mais je suis refusé direct dans la plupart des lycées parisiens, dans presque tous, je pense. Ouais, en fait, t'étais pris dans les privés, tu t'es fait recaler des publics, pour faire simple. Oui, mais oui. Ouais, c'est ça. Et parce que je pense qu'ils sont peut-être plus enclins à prendre des profils atypiques. Ok. Et donc, bon, donc t'es surpris, mais t'es content. Enfin, en fait, Danielou, c'est Ouais, la j'étais meilleure très prépa content. en ESH. Et Sainte-Marie, ça doit être dans le top 5 sans aucun problème, quoi. Oui. Donc, en vrai, cool, quoi. Oui, Ok. oui. Par contre, tu dois payer quand même des frais de scolarité, alors qu'ils sont pas du niveau des écoles, mais Sainte-Marie, pas Sainte-Marie, Danielou, c'est, tu me disais 3-4 000 euros par an, c'est ça qu'il faut compter. Danilou, c'est plus ou moins 3-4 000 euros par an, mais là, c'est là où ma bourse m'a carrément aidé parce que bah, ma bourse a un plafond de 5 000 euros, la bourse en tout cas AEFE Campus France, a un plafond de 5 000 euros par an. Elle peut rembourser les frais de scolarité de l'étudiant en question jusqu'à 5 000 euros par an. Et donc, bah, si ces frais ne dépassent pas ce plafond, la bourse peut couvrir les frais de scolarité. Donc, en fait, ça a été gratuit pour toi, Danilou. Oui. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'était comme rentrer dans une publique et finalement, ça t'a quand même Ouais. pas mal aidé. Parce que c'est ce qu'on disait aussi, le niveau de la vie, évidemment, n'est pas le même en France et en Colombie. Exactement, Ok. et les frais de vie sont totalement différents, ouais. Donc, tu apprends à l'été 2022, du coup, c'est Ouais. ça, que tu vas aller à Danilou. J'imagine que Roy Malmaison, tu ne fais pas situer ça Non, super pas du tout. bien. Oui, voilà. Pas du tout. J'avais regardé quelques images sur Google Maps, mais je savais pas du tout. Je pensais que c'était Paris, alors que c'est pas vraiment Paris. Ouais. Mais ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc bon, tu découvres un peu. Mm. Et comment ça se passe tu vas quoi l'été, un mois avant, et tu te dis bon bah je vais m'installer, je vais prendre. Enfin, en fait, comment tu fais pour à la fois te dire je vais être dans un, enfin comment dire, je vais tryharder pendant 2 ans, donc je dois être focalisé sur mon objectif, et en même temps, tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu dois gérer plein de trucs administratifs. Enfin, tu anticipes, tu fais comment? C'était très difficile ce processus d'adaptation au début. Je me rappelle, je suis parti avec mon père. On est parti vers mi-août à Paris. On est arrivé à Paris pour trouver un logement. Moi, j'avais besoin d'un studio. Quand tu es admis à Danilou, il te propose une liste de logements. Sauf que le problème, c'est que la plupart, ce sont des chambres. Et moi, comme j'allais littéralement vivre dans ce logement, parce qu'en fait, ceux qui prennent ces chambres, ce sont des Parisiens ou ceux Oui, le week-end, ils rentrent à la maison. ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez papa-maman. Ouais. Donc moi, je n'avais pas cette possibilité. Je ne peux pas rentrer en Colombie Tous les week-ends, oui, tous non, les week-ends. effectivement. Donc je devais prendre un logement suffisamment grand où j'avais une cuisine et tous les équipements dont j'avais besoin à l'époque pour pouvoir rester confortablement. Donc je suis arrivé avec mon père, on est arrivé vers mi-août. Et pendant ce temps-là, on fréquentait des agences immobilières, on allait dans des agences immobilières pour essayer de trouver un studio. Et c'était très difficile parce que je ne sais pas si la plupart je pense que presque aucun étudiant en prépa est familiarisé avec comment louer un studio dans une agence immobilière, mais ces agences te demandent un garant. Et le problème, c'est que ce garant financier doit être français. Et moi, j'avais bien sûr aucun contact en France, même pas bien sûr un garant. Et donc, c'était très difficile déjà de trouver un studio. Et au début, c'était très difficile, ouais. Et pour ouvrir un compte bancaire, un compte bancaire, trouver un studio, c'était difficile. Ouais, malheureusement, c'est un truc qui pourrait se dégrader aussi. Enfin, on verra comment ça se passe, mais il y a un vrai problème d'accueil des étudiants étrangers en France.
même de perception de ces étudiants. Enfin, on dirait qu'il y a la moitié de la population qui considère ça comme une richesse et les autres comme une menace, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est très clivé, je trouve, en France, ce Ouais. truc-là. Et c'est vrai que, alors là, la question se pose effectivement dès la prépa pour toi, mais elle se pose avec énormément d'acuité pour plein d'étudiants en fait qui vont dans les grandes écoles. Et là, effectivement, bah, en fait, très souvent, tu dois prendre un appart. Le prêt étudiant, il est bien salé. Et enfin, de toute façon, j'imagine que c'est ce qui t'arrive aussi aujourd'hui, donc on pourra y Ouais. revenir. Mais enfin, en tout cas, ouais, vrai problème de ce point de vue-là. Et comment tu as réussi, du coup, à contourner tout ça? Alors, pour trouver un garant, il y a un système proposé par l'État il t'aide avec un garant proposé directement par l'État si le loyer ne dépasse pas un certain montant. Donc, bah, j'avais trouvé cette option et donc ils ont finalement accepté cette option et j'ai pu bah, louer mon studio à Rueil. Et heureusement, parce que bah, je ne pouvais pas entrer à Danielou en septembre sans avoir trouvé vraiment un logement fixe. Mais j'ai dû rester dans un hôtel, dans un Ibis à Rueil pendant 15 jours, pendant que j'essayais de trouver un studio. Ok, donc un peu compliqué. Oui, Mais du coup, tu avais réussi à résoudre tout ça avant la rentrée. avant la rentrée, oui. Ok. Avant la rentrée. Ouais, donc ça va. Bon, c'était relou, mais Mais le ça a problème, duré c'est 2 que semaines. j'ai perdu beaucoup de temps parce que, alors ça, c'est une autre chose que je ne savais pas, mais quand on arrive en août à Paris, il n'y a rien qui est ouvert. Tout le monde part en vacances, effectivement, mais c'est normal pour vous. Oui, oui. Mais pour moi, je n'étais pas au courant de ça. Pour nous, août, bah, c'est un mois normal où Ouais. certains partent en vacances, mais c'est pas Vous avez pas un mois de vacances en particulier, un mois où vraiment il y a rien d'ouvert et tout le monde se barre? Non, non, Ok. pas précisément, non, mais certaines personnes prennent leurs vacances dans certaines périodes, d'autres dans d'autres Oui, ok, périodes. c'est pas vraiment nous en août. Ouais, parce que vous, Il y a en rien. août, c'est Ouais. vraiment impressionnant à quel point tout est vide. Ouais. Donc, ouais, c'était dur. Du coup, je suis arrivé dans la période où tout le monde était en vacances. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Bon, ok, donc c'était enfin, un peu galère, mais tu t'en es Ouais. sorti. Et du coup, donc ton père part, j'imagine, après fin Mm. août, une fois Ouais. qu'il a fini TD. Et t'arrives à Danielou. Comment ça se passe, juste l'intégration? Enfin, est-ce que tu t'attendais à ça même? J'arrive à Danielou. Alors, c'est un peu impressionnant les premiers jours de prépa parce que certes, la transition entre la prépa et le lycée, elle est forte. Le niveau demandé, l'exigence requise, elle est beaucoup plus élevée. Mais j'ai eu la chance bah, de bien m'avoir intégré au sein de la classe parce que à Danilou, ce qui est très bien, c'est qu'on est seulement 42. Donc, tu te perds pas, tu t'orientes très facilement. Donc, il y a seulement une classe de 42 élèves. Et donc, bah, le niveau, c'était un peu dur au début de m'adapter, mais finalement, ouais, je Ok. me suis adapté. Et du coup, avec le recul, ton 19-2 dans ton lycée français, il valait ce qu'il valait, entre guillemets, ou tu te dis, ah oui, en fait, il y a des gens qui étaient dans des plus gros lycées et en fait, ils ont pris trop d'avance. Ouais, je pense qu'il valait ce qu'il valait parce que, alors pour te donner un peu des informations par rapport à mon classement, je suppose, de Danilou, j'étais plutôt, la plupart du temps, dans la première moitié de la classe. Je me rappelle le premier classement, le CB1, j'étais 13e sur 42 et j'ai toujours été plus ou moins dans les top 10, top 13. Donc, bah, cela prouve bien que, oui, mon 19,2 de moyenne au bac, bah, Ouais, il c'était valait quand conforme, même. en fait. Ouais. Ouais, d'accord. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient aussi 19,2 dans leur lycée et qui avaient plus de difficultés que moi. Donc, c'est quand même Ouais, ambigu cette question des notes. Ouais, bien sûr. Puis ça dépend aussi beaucoup de ta marge de manœuvre. Il y a des Exactement. gens, ils bossent comme des dingues pour avoir 19-2. Il y en a, Mm. bon, en fait, ils ont encore un peu sous la pédale, quoi. Ouais. Ok. Et au niveau des notes, enfin, est-ce que tes points forts, points faibles, bon, après, t'as 19-2, t'avais pas spécialement de points faibles, mais t'étais Au peut-être lycée plus ou ou moins en à l'aise. prépa? Bah, en gros, est-ce que tes points forts, points faibles au lycée, ils se sont confirmés en prépa? Ou est-ce que tu dis, ah, en fait, c'est marrant, mais nous, on est, je sais pas, je suis plus fort en maths que ce que je pensais, mais à l'inverse, je suis moins fort, j'en sais rien en anglais, enfin. Bah, au lycée, le problème, c'est comme j'avais le problème, mon avantage, ça dépend, mais comme j'avais des monotes un peu partout, j'avais pas identifié quels étaient mes points forts et quelles étaient mes faiblesses. Mais alors, je dirais que en prépa, en arrivant, mes points forts étaient les langues, l'espagnol évidemment, l'anglais aussi,
l'ESH et... Ouais, voilà, l'ESH. Les maths, j'avais un bon niveau, mais j'étais pas excellent. J'étais pas non plus... j'avais pas beaucoup de difficultés non plus, mais j'étais moyen. Et je dirais que j'avais plus de difficultés en CG. Ok. Et tu penses que c'est parce que tu n'es pas natif, c'est ça qui pose des problèmes, ou c'est juste que tu as moins d'affinité avec la matière? Non, je pense pas que ce soit une question. C'est ça, le fait de ne pas être natif. Parce que j'avais quand même en dissertation, en ESH, je pense que j'avais des bons résultats et j'aimais bien la matière. Oui, c'est plutôt une question d'affinité et d'appétence pour la CG ou pour l'ESH. Ok. Et le fait d'avoir appris le français un peu scolairement, c'est pour toi un atout? Enfin, je veux dire, est-ce que tu fais moins de fautes d'orthographe que les autres, au contraire plus? Est-ce que tu sens que tu as plus ou moins de vocabulaire? Tu l'as senti, ça, cette différence, entre guillemets, par rapport aux autres? Académiquement, je l'ai pas senti, cette différence. Je dirais pas que je faisais plus de fautes d'orthographe que mes camarades de classe. Si je faisais des fautes d'orthographe, c'était plutôt des fautes de relecture, Ok, mais comme mais tout le jamais monde, des quoi. fautes, exactement, comme tout le monde, mais jamais des fautes de conjugaison ou des fautes que quelqu'un qui est en train d'apprendre le français ferait, par exemple. Mais j'ai senti ces différences plutôt dans le processus de socialisation où moi, j'avais appris le français dans un milieu plutôt académique et voire professionnel. Ouais. Donc, je maîtrisais le langage courant et le langage soutenu, mais je ne maîtrisais pas le langage familier totalement. Oui, et puis même Donc, il y avait des les expressions codes, que... Exactement. Ouais. Exactement, ça, je ne l'avais pas, par exemple. Ok, un mec Mais qui ça, dit, c'était pas ouais, utile en prépa. genre t'as dead ça, tu t'as pas Exactement. compris tout de suite Exact. ce que les voulait dire. Oui, non, bien sûr, je comprends. C'est vrai que enfin, peut-être que là aussi je suis biaisé, mais j'ai l'impression qu'en France particulièrement, on a vraiment 40 000 expressions qui en fait veulent rien dire et qui. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, donc je comprends que ça va être un peu difficile. Ok. Et t'avais quand même le sentiment d'être, à part, je sais pas si c'est trop péjoratif, mais en tout cas d'être un élève atypique. Est-ce que t'avais ce sentiment-là ou t'étais dans la classe et voilà quoi, comme tout le monde? Non, bah, le critère qui me différenciait des autres, c'était le fait que j'étais pas français. Mais à part ça, je dirais pas que j'étais atypique, sachant que non, j'éprouvais pas plus de difficultés que d'autres. Non, j'étais un étudiant moyen. Tu t'es bien intégré dans la classe? Ouais, je me suis bien très bien intégré dans la classe. Okay. Ouais. Et l'ambiance de manière générale à Danilou, c'est une très grosse prépa, la moitié de la prépa va rentrer HEC. Est-ce qu'il y a quand même un esprit de compétition qui prédomine ou c'est la solidarité entre les élèves qui prime? Alors, pas du tout de la compétition. Ça, si, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'arriver dans une prépa où on est finalement 42 étudiants extrêmement soudés. Il y a certes des groupes d'amis, certains qui ont plus d'affinités avec d'autres, mais on est très soudés. On fait certains voyages entre nous, on fait certains voyages avec les professeurs. Et tout ça nous aide finalement pour construire une ambiance de solidarité, d'entraide. Et s'il y a de la compétition, c'est plutôt de la compétition saine qui t'aide à t'améliorer, mais jamais une compétition toxique qui va, par exemple, endommager ou qui va t'affecter. C'est vraiment une émulation positive. Ouais, c'est vraiment une émulation positive. Et oui, voilà, donc une ambiance qui est propice à stimuler, à développer tout ce qui est solidarité et entraide notamment. Ok, donc ouais, assez conforme à ce à quoi tu t'attendais. Et juste une question aussi, je la pose, enfin, il n'y a pas beaucoup de bilingues qui sont passés, mais c'est ce qui m'intrigue aussi. Est-ce que l'espagnol, tu l'as bossé pendant 2 ans, la matière, ou en fait tu te dis, ça me sert strictement à rien, et même en cours, du coup, tu y allais, comment ça se passait? Oui, bien sûr, en cours, j'y allais par une question aussi de respect envers la professeure. Mais, alors, honnêtement, j'ai pas beaucoup bossé l'espagnol en prépa. Et c'est aussi, j'ai eu cette chance dans les périodes de révision, par exemple, dans mon planning, j'avais pas l'espagnol. C'est aussi ce qui m'aidait. Tu faisais même pas de la civi ou des trucs comme ça? Non, je faisais de la civi. Alors, je fais de la civi. Ce que je faisais, c'est plutôt être attentif pendant les cours et écouter la civi que nous donnait notre professeur. Et aussi lire beaucoup la presse. Mais ça, je le faisais plutôt par plaisir parce que j'aime bien lire la presse. Donc, je ne considérais pas ça totalement comme du travail, comme si j'étais en train de travailler l'espagnol. Mais bien sûr, tout ce qui est grammaire ou tout ce qui relève des bouquins de grammaire, je ne les ai pas forcément utilisés. Ok. Et question après, on va passer sur les concours, mais comment tu as perçu aussi ça? Enfin, je reviens à cette question, cette idée que c'est très franco-français la prépa.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce système, toi qui avais peut-être un peu plus de recul sur les choses, justement, parce que tu as connu aussi d'autres choses. Tu avais postulé aussi dans des facs, ce que tu expliquais. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que c'est un bon système et que c'est un système, toi, personnellement, qui t'a bien convenu? Je pense que moi, j'ai adoré ma classe préparatoire. Certes, là maintenant, c'est un peu facile de le dire lorsqu'on est à HEC ou lorsqu'on a déjà Oui, tu as bien après les réussi. concours et surtout, notre mémoire est un peu sélective et parfois on se souvient seulement des bons moments. Mais je me rappelle que même lorsque j'étais dans des moments difficiles, je me disais que j'avais fait le bon choix. Parce que lorsque lorsque je réfléchissais à la personne que j'étais il y a 2 ans en arrivant en France, par rapport à la personne que je suis devenu aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais développé beaucoup de qualités grâce à la classe préparatoire. Et parfois, une critique qu'on peut adresser à la classe préparatoire, c'est le fait d'être très théorique, un peu éloigné de la réalité. Mais ce qui est bien avec la classe préparatoire, c'est que finalement, tu finis par développer une discipline, une résilience, une grande adaptation à l'incertitude et à l'adversité finalement. Qui sont des qualités qui vont être utiles et qui vont te servir plus tard dans la vie, dans la plupart des domaines, quelles que soient tes études. Et tes proches qui sont restés en Colombie, ils captaient ce que tu faisais et ce qui se passait en classe prépa? Oui, ils captaient parce que ils ont capté après 20 explications que je leur ai faites. Oui, mais ils comprenaient plus ou moins, pas totalement. Mais oui, mais je leur ai expliqué que je préparais un concours, qu'en fonction de la note de ce concours, on intégrait une école de commerce, mais que j'étais pas en ce moment dans une université. Et surtout, parfois, ce qui est difficile, c'est qu'ils pensaient que j'étais encore au lycée. Parce que certes, on voit... Ça ressemble beaucoup, oui. Ouais, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, mais pourtant, c'est différent. Mais ils pensaient que j'étais encore dans un prolongement du lycée. Mais bon, c'est pas là. Ok. Et c'est quoi l'équivalent d'HEC en Colombie? L'équivalent d'HEC en université concernant le management et le business? Ouais, en fait, si tu veux faire la meilleure école de management, ou peu importe comment ça s'appelle en Colombie, ça s'appelle comment et comment tu y rentres surtout? Je pense que une des meilleures en tout cas, je sais pas selon le dernier classement si c'est la meilleure, mais je dirais que c'est une université qui s'appelle Los Andes. C'est cette université-là. Et comment tu rentres? Tu peux rentrer avec tes résultats dans l'équivalent du bac français, dans l'équivalent du bac français en bac colombien qui s'appelle l'ICFES. Ça, c'est à 18 ans, du coup. Oui, lorsque tu as 18 ans. Oui, tu n'as pas du tout besoin de faire une classe préparatoire, tu entres directement. Mais c'est une université, c'est-à-dire qu'il y a plein de filières. D'accord, ok. Mais donc, ce qui veut dire que le moment un peu sélectif pour repérer les meilleurs en Colombie, c'est plutôt à 18 ans qu'à 20 ans dans le système? Oui. Ok. Oui, alors en réfléchissant, je n'arrive pas à trouver une formation équivalente où tu dois passer par une classe préparatoire pour l'intégrer avant. La plupart sont post-bac. Tu l'intègres en fonction de tes notes, parfois avec un entretien. Mais du coup, ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, quand tu es très ambitieux, il faut vraiment que dès le lycée, quand tu es encore adolescent, tu bosses comme un dingue pour être dans les meilleurs. C'est ça, en fait, la logique. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est un peu différent. C'est le cas aussi, je sais pas, en Corée du Sud, par exemple. Je crois que le jour où ils passent le bac, c'est limite un jour férié, tellement, tu vois, tous les parents sont aux petits soins, parce qu'en fait, c'est comme si tous les élèves du lycée, en fait, passaient les concours prépa, mais au lieu de le faire à 20 ans, ils le passent à 18 ans, quoi. Exactement. Par exemple, ceux qui veulent faire des études de médecine, ils doivent viser un résultat assez élevé dans ce bac colombien pour pouvoir intégrer une bonne université en médecine. Ouais, d'accord, ok. Alors que nous, on a un peu décalé ce truc. Alors oui, je suis d'accord que quand tu as une bonne prépa, il faut avoir une bonne prépa en général pour avoir des bons résultats. Alors il y a des contre-exemples, mais il y a quand même une corrélation claire entre être dans une bonne prépa et avoir des bons résultats. Donc tu as tendance à bien soigner ton dossier Parcoursup, mais tout n'est pas joué à 18 ans.
Ouais. Et même d'ailleurs, tout n'est pas joué à 20 ans non plus. Enfin, attention, si t'as pas HEC, c'est pas la fin du monde. Mais, Totalement, oui. mais ouais, d'accord, ok. Donc c'est un peu différent, ok. Le système est différent. Et nous, médecine, bah, effectivement, n'importe qui peut rentrer. La sélection se fait après, à l'issue de la première année. Ok, intéressant. Donc si on revient à ton cas, du coup, les 2 années se passent plutôt bien. Tu te maintiens un peu tes notes. Est-ce que tu as quand même des difficultés dues au fait que bah, tu rentres pas le week-end ou même de temps en temps Enfin, est-ce que c'est un long fleuve tranquille ou tu as quand même quelques galères? Non, par rapport à ça, non. Notamment parce que mon père, il est venu me voir plusieurs fois dans l'année, dans les 2 années. Et ça t'a aidé pour le Ça moral m'a beaucoup ou... aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour le moral, oui, notamment Ok. pour le moral. Et oui, j'ai maintenu plus ou moins. Je me suis même amélioré au fur et à mesure du temps, dans les 2 ans. Ok, t'as même progressé un Ouais. peu plus que les autres, on va dire en moyenne. Ok. Et tes week-ends, du coup, c'était... T'as réussi à te faire un cercle de potes, t'étais hyper monacal à toujours bosser, ça se passait comment? Oui, mais mes potes, c'était. Oui, ben, je me suis fait des potes à Danielou. Ouais. Mais les week-ends, alors je faisais du sport parce que j'avais besoin d'avoir un équilibre et c'était pour moi essentiel. C'était indispensable pour moi de penser à autre chose et de pas que être focalisé sur des maths ou sur un truc académique. Donc pour moi, le sport, c'était essentiel et parfois je sortais avec eux à Paris. Mais ça, c'était surtout dans la première année. En deuxième année, je pense que le rythme change beaucoup et là, certes, pendant les week-ends, je restais chez moi et je travaillais. Ouais, après c'est plus court la deuxième année. C'est plus court, c'est plus dense. Ouais. Absolument. Ouais. Ouais, c'est parce que les concours sont en avril, donc en fait, Oui, et ouais, ton année elle est ça passe tronquée, quoi. vraiment très très vite. Ok. Très très vite. Ok. Et donc du coup, bah, ces fameux concours, quand tu y arrives, déjà tu passes quelles écoles et enfin, tu le sens comment? Est-ce que tu es confiant parce que tu as plutôt progressé ou tu arrives quand même avec un peu d'appréhension? Alors, je me suis inscrit dans le top 5. J'ai passé le top 5. Alors, comment j'étais face au concours? Bah, j'avais toujours pensé que j'allais avoir beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété et de stress la semaine des concours de la BCE. Mais paradoxalement, j'étais assez tranquille, assez détendu ces jours-là. Je pense que le jour des concours, en réalité, tu as tellement travaillé, tu as tellement bossé pendant 2 ans, tous les sujets que tu as fait, toutes les annales. Donc, finalement, tu as déjà toutes les armes, tous les outils pour bien performer. C'est finalement une question de concentration, d'efficacité. Donc, j'étais plutôt serein. Ouais, ça, c'était la réputation générale, mais tu en Oui. avais déjà fait tellement, des DS, des concours blancs, Ouais. ouais, ok. Et du coup, parenthèse, tu passes pas Écricom? Vous passez pas Écricom à Danilo? Si, c'est obligatoire de passer Écricom. D'accord, on vous demande, on vous On nous intime de demande passer de Écricom. passer Écricom, oui. Ok, ça marche. Ok, donc enfin ouais, t'arrives à être serein. Oui. Et tu te rappelles du coup de tes notes et tes résultats d'admissibilité? Mes résultats, alors mes notes du concours. Alors j'ai eu surtout des mauvaises surprises, je dirais, après les écrits. J'ai eu 16 en synthèse. J'ai eu. C'est bien ça. Ouais, non, oui, Ok. je commence par les bonnes. Ah, tu commences par les bonnes. Ouais. Ok, pardon. Ok. J'ai eu 16 en synthèse, j'ai eu 18 en espagnol, j'ai eu 15,3 en anglais, j'ai eu 11 en CG HEC, Ok. 16 en CG ESCP, j'ai eu 16 en maths 1 HEC, 19 en maths 2. Ensuite, pour l'ESH, j'ai eu 10 à HEC et 9,5 à l'ESCP. Ah ouais. Donc, tu Ouah, vois, c'est même mal. aujourd'hui, parfois, je refais le calcul et je me demande, mais comment est-ce que j'étais admissible à HEC alors Ah que... bah si, c'est logique. Tu t'es planté dans une matière. Ah non. Le reste. Ah non, je me suis planté dans Ok, en la plus. CG, Ouais. dans les Oui. 2 matières. Ouais, oui. Alors après, t'es carré, donc t'as le bonus quand même. T'as le point bonus. Non, j'ai pas le... Ah oui, j'ai Enfin, carré, ouais. t'as pas le point malus. Ouais, pardon. j'ai pas le point de malus. Ouais. Oui, voilà. Enfin, oui, non, si, pardon, c'est un point bonus officiellement. ouais, Bon, ouais, peu ouais. importe comment on le compte, mais en tout cas, tu l'avais. Et ouais, ok, t'avais les 2 matières à dissert. Et c'est vrai que les maths, même si t'as des très bonnes notes, il y a moins de coef qu'en appro. Donc c'est vrai que tu devais être un peu Et ric-rac. j'ai pas eu non plus des notes exceptionnelles. J'ai eu 16 qui est ma note et 19 en maths 2.
Ouais, c'est ça. Bon, après, en langue, ouais, le 18 te met bien, parce que t'es élevé en espagnol, du coup. Élevé en suppose. espagnol, exactement. Ouais, Ouais, ok. Ouais, oui, j'avoue, ouais. C'est vrai qu'en fait, les deux matières ouais. à disserte, C'est pour ça que. c'est Ouais, chaud. Ok. ouais. Et du coup, ouais, tu devais avoir quoi? Avec le point bonus, ça fait. La barre était à J'avais 15, juste. 15, Non, mais 3. j'étais juste au-dessus de la barre, ouais. T'étais à quoi? 15, 10, quoi? 15, exactement, oui. 15, 10? 15, 13, ouais. 15, 13, ouais, Oui, c'est ça. Ok, ouais, oui, donc, ok, t'étais ric-rac. Du coup, oui. t'es quoi? T'es dans les 700 admissibles, quoi? 721. 721, ok. 721 après les Sachant qu'il y en admissibilités. a, ils en déclarent 800 admissibles ou un truc comme ça, 750, Non, cette 800. année, je pense qu'il y avait 740. 740, ah ouais, donc t'étais vraiment dans. Ouais, Ok, ouais, ouais, vraiment d'accord. Tu te fais parmi sortir vraiment les rames, quoi. les 19 derniers. Ok. Et tu réagis comment en voyant ça? Content? Enfin, à la fois t'es admissible à HEC, en même temps tu te dis, C'est ouh, ça, c'est c'est chaud, ça. quoi. Le sentiment, j'ai eu plusieurs sentiments. En même temps, tu es heureux parce que tu es admissible à HEC. En même temps, tu te dis, ça va être presque impossible. Tu es parmi les derniers. C'est ce que je me disais, en tout cas, à l'époque, parce que je pensais que c'était très Ouais. difficile de remonter 300 places. Bah, finalement, c'est une autre histoire, mais on pourra en parler après si tu veux. Donc, j'avoue que j'ai quand même pleuré de joie, mais aussi de tristesse. Ouais, tu savais Parce pas trop que, si tu pleurais de ouais, joie ou de tristesse, quoi. exactement. Ouais, ok. Et ESSEC, c'était mieux, du coup, quand même? Et c'est que j'étais mieux. Et c'est que c'était une meilleure école. Ouais, ok. Alors que j'avais pas non plus une moyenne exceptionnelle, j'avais 15. Ouais, mais moyenne. t'es plus large, quand même. Mais Ok. au-dessus de. Ouais, beaucoup. Ok. Beaucoup plus au-dessus de la barre. Ok, donc tu te dis quand même, bon, la parisienne, ça sent bon, mais HEC, ça va être chaud. Oui, bah, j'étais pas. Oui, bah, la parisienne, ça se ment, mais après, je pense il faut rester, il faut relativiser les concours avant et après. Et il faut toujours. Il faut jamais se reposer sur ses appuis. Je pense qu'il faut toujours tout donner, même Mm. avant et après, parce que tout est possible pendant les concours. Ouais. Que tu sois bon, que tu sois moyen ou que tu sois mauvais, tout est possible. Donc même pour les meilleurs ou même pour les mauvais, il faut tout donner avant et après. Mm. Donc j'avais des notes correctes, mais je savais que je pouvais ne pas être pris dans une parisienne. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai. Je trouve que pour les concours, la limite, la matière qui n'existe pas et qui apporte le plus gros coef, c'est le mental, quoi. Mais en vrai, Ouais, totalement. si tu lâches pas, surtout, tu vois, le Et- sujet de maths, faut se dire tu fais la moitié de la copie parfaitement, t'as 20. Donc en fait, c'est ça, si tu te bats jusqu'au dernier moment pour gratter le moindre truc, la moindre intrégration par partie, tu vois, Mais c'est tellement c'est décisif. ça. Je pense que Ouais. les maths, c'est très intéressant à analyser un sujet de maths, notamment, je ne me rappelle pas tout à fait de notre sujet, là, totalement, de notre sujet, le sujet qu'on a eu, mais Mm. c'était un sujet, il me semble, qui n'avait pas beaucoup de notions directement, beaucoup d'exercices ou de questions d'application qu'on avait vu dans des annales précédents. Donc, du coup, il fallait vraiment trouver les questions faciles ou les questions qu'on pouvait répondre. Et c'est vraiment une question de mental et ne pas se déstabiliser Ouais. dès la première question ou dès les 3 premières questions qu'on ne sait pas répondre. Une épreuve de maths, c'est vraiment une épreuve de mental où tu essayes de ne pas être déstabilisé dès les premières 5 minutes. Mhm. Ouais, totalement. Oui, à part si t'es excellentissime ou au contraire si Oui, t'es oui, après, nullissime. oui, oui, bien sûr. Tous ceux qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire Exactement. 80% des gens, ouais, en fait, ça se joue à très peu de choses. Ouais, je suis Exactement, d'accord. ouais. Ok. Donc, ouais, tu te dis, ok, je vais pas baisser les bras. Mm. Et une info quand même intéressante, c'est qu'à HEC, c'est la seule école où il y a plus de coef à l'oral qu'à l'écrit. Donc, les cartes sont quand même Exactement. pas mal rebattues. Oui. Ce qui t'a profité, du coup, je suppose. Oui, j'ai profité. J'ai eu certains carrés qui étaient à HEC qui m'avaient dit qu'ils avaient aussi remonté beaucoup de places, que tout était possible. Il y avait certaines personnes qui remontaient plus de 400 places. Il y avait mes amis, mes professeurs qui me donnaient un peu de confiance et qui me disaient que j'avais le niveau pour intégrer. Donc tout ça, ça m'a un peu aidé à quand même me battre jusqu'à la fin, même si je savais que ça allait être très difficile. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de tes euros? Parce que c'est quand même super intéressant. Enfin, t'as remonté quoi, 400 places? J'étais à la fin 255. Donc, Donc t'as oui, remonté 460. Ouais. Plus de 460, oui, il me semble. Ok, ouais, donc c'est une remontada. Ouais. On avait reçu Alice il y a quelques temps qui avait fait une vidéo pour Major Prépa et qui avait remonté, je crois, à 600 places. Enfin, c'était hallucinant. Mais il y a beaucoup de personnes comme ça à HEC. Là, en parlant avec quelques amis d'HEC, il y a beaucoup de personnes qui remontent, qui étaient dans les 400 derniers et qui sont après dans les 400 premiers. C'est pour ça que je pense qu'il faut appréhender le classement d'HEC et même le classement, oui, surtout d'HEC,
avec une certaine nuance parce que tout est possible et c'est un peu un deuxième concours lors des oraux. Ouais, bien sûr, totalement. Oui, voilà. Et puis, c'est là où aussi il faut avoir du recul. Tu as plus ou moins de réussite, de chance, etc. Ouais. Tu aurais été exactement la même personne. Tu aurais pu n'avoir, entre guillemets, que l'ESSEC ou le SCP cette année. Enfin, voilà, il y a des aléas aussi du Et concours surtout que qui sont très lors forts. des oraux, bah, les sujets ne sont pas les mêmes. Et Donc oui. il y a aussi une question, bah, quel sujet je vais... Et tout le monde n'a pas vu les mêmes notions au même moment, Ouais. etc. Non, bien sûr. Donc, il y a une part d'aléa. Ok, bon, ça, il faut en tenir compte. Et du coup, comment s'est passée ta préparation en amont et quelle était ta stratégie le jour J pour remonter ces fameuses 450 places? Donc du coup, après les écrits, on a, à Danilou, on a une semaine de vacances, entre guillemets. Une semaine pour nous reposer après les écrits. Et après, on revient vers le 10, vers le 12 mai. Et là, on commence vraiment à bosser les oraux. On fait des calls dans toutes les matières. On lit, on fait des cours aussi de CG, des cours plutôt généraux sur quelques notions. Euh, donc voilà, on fait des entraînements de triptyque. Et après, pour les oraux d'HEC, c'était mes dernières oraux. J'avais déjà passé l'ESSEC et le SCP, qui se sont d'ailleurs très bien passés, je pense. Et surtout parce que l'avantage, c'était qu'il y avait l'entretien. Et j'étais très serein pour l'entretien. Tu penses que le côté ouais, coucou, je suis colombien et je mets les pieds en France pour la prépa, ça a marqué les gens? Ou Je c'était pense que quoi? ça m'aide. Ouais. Je pense que ça aide finalement, je pense qu'aujourd'hui, les écoles cherchent de plus en plus d'étudiants un peu atypiques, qui ont des profils un peu différents par rapport à ce qu'on peut trouver traditionnellement. Donc, peut-être que ça m'a sûrement aidé pour avoir une bonne note en entretien. Et d'ailleurs, j'ai eu des bonnes notes en entretien. Donc, c'est ça ce qui m'a. Donc, je suis allé à HEC en me disant, je pense que j'ai déjà assuré une admission dans une des deux. Ouais, donc ça t'enlevait déjà un Oui, poids. Et effectivement, enfin moi, je fais aussi pas mal passer d'entretiens maintenant. Et j'ai quand même le sentiment que les gens qui ont des profils, effectivement, tu l'as dit, atypiques, des histoires qui sortent un peu du commun et qui sont capables de bien les raconter, bah, eux, ils sont obligés d'avoir une bonne note en quelque sorte. Parce Mm. qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des bonnes notes alors même que... Et c'est normal aussi, ils n'ont pas fait grand-chose de leurs 10 doigts parce que juste, ils ont fait un bon lycée, puis une bonne prépa, et en fait, ils ont fait quasiment que bosser. Ok, ils ont fait un peu de foot ou un peu de je sais pas quoi quand ils étaient ados, mais rien qui soit vraiment transcendant. Donc tout Mm. de suite, quand tu dis bah bonjour, en fait, moi j'ai grandi en Colombie, ah tiens, tu dresses un peu l'oreille, quoi. C'est normal. Donc, Mm. enfin voilà, c'était aussi un truc, c'est l'entretien se bosse énormément pour ceux qui n'ont pas quelque chose d'atypique à raconter. Et au contraire, quand tu as quelque chose à raconter, il faut juste savoir très bien le valoriser pour assurer une très bonne Exactement, oui. note. Mais ouais, c'est un atout En indéniable, fait, c'est sûr. l'entretien, je pense que c'est une question de. C'est apprendre à raconter une histoire, à raconter ton histoire. Mm. Et Ouais. donc, c'est toute une question de. C'est presque une question de marketing, comment tu racontes ton histoire et Ouais. Et comment tu qu'est-ce que. arrives à te valoriser, Ouais, mais un peu subtilement, quoi. ouais. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Il t'a eu combien, du coup, en entretien? En entretien, j'ai eu 19 à l'ESSEC et 18 à l'ECP. Ouais, donc en gros, ils te veulent, enfin, peu importe les notes que tu vas avoir en langue derrière, Oui. surtout que j'imagine que t'as pas eu 5 en espagnol non plus, quoi. Donc, Non, en espagnol, j'ai eu 20 à l'ESSEC. Ah non, pardon, 20 à l'ECP et 19 à l'ESSEC. bon, voilà, bref, c'était réglé, Ouais. quoi. Ok, donc t'as ta parisienne, t'arrives à HEC. J'arrive à HEC avec beaucoup d'appréhension parce que on sait tous que les oraux d'HEC sont un peu différents. On a tous fait des annales, des sujets de CG qui vraiment me faisaient peur, mais énormément tomber sur un mot. Moi, je craignais beaucoup le fait de tomber sur un mot que je connaissais pas. C'était presque improbable, mais ça peut arriver. Et je me rappelle d'un sujet qui est tombé, je sais pas en quelle année, mais le décalogue. Oui, mais ça, c'est pareil, c'est la culture bah, judéo-chrétienne, assez classique. Oui, tu tombes Faut sur la un voir, sujet comme c'est assez ça. discriminant, en fait, ouais. Tu tombes sur un sujet comme ça, et là, je sais pas ce que tu dois improviser pendant 10 minutes. Et donc, avec beaucoup d'appréhension, et surtout que parfois, le jury un peu te pose des questions ou te fait des remarques légèrement déstabilisantes. Mhm. Euh, donc voilà, j'ai passé en premier les langues. Et donc, du coup, je passais en premier l'espagnol, ce qui m'a un peu permis de d'être à l'aise au début.
Même si, pour ceux qui sont natifs, parfois le jury est un peu sévère et pose des questions. Ouais, parce qu'il comprend au bout de 5 secondes Exactement, que t'es et natif. il sait que la question ne va pas être de déterminer si c'est ou pas parler espagnol, c'est plutôt sur la civique. Ok. C'est la civique qui va déterminer ta note. Et l'espagnol, l'anglais, ils se sont plutôt bien passés. Et après, j'ai enchaîné avec les maths. Et là, c'est à partir des maths où j'ai commencé à avoir des difficultés. Le sujet de maths, il y avait une question Python. J'ai pas su la faire. Et du coup, je suis resté avec la prof qui voulait absolument que je fasse la question Python. Ouais, t'as pas Du coup, laissé, t'as pas lâché quoi. Ok. Ouais. Du coup, bah, j'ai fait que les trois premières questions en lien avec. C'était pas totalement difficile, mais du coup, j'ai pas pu avancer après. Et du coup, je savais que j'allais pas avoir une note excellente. Et après, j'ai eu ESH. Et j'ai eu ESH et j'avais l'impression d'avoir très bien géré. J'ai eu, je sais pas s'il a été formulé comme ça le sujet, mais j'ai eu réchauffement climatique et croissance de la population mondiale. Ok. Ah, c'est marrant. Je connais moins les sujets de SH que de Géopo. Mais ok, c'est pas. Ça peut être même un sujet de géopo, je dirais, réchauffement climatique. Et... Franchement, on aurait donné ça en Géopo, ça m'aurait pas choqué. Hein. Oui. Ouais. Okay. Mais bon, j'avais des auteurs, je me sentais serein, j'étais confiant sur ce que j'avais fait. Et dernier jour, j'ai le matin un triptyque. Ça se passe plutôt bien. Le problème du triptyque, c'est parfois quand les autres candidats ne maîtrisent pas la méthode. Là, ça devient un peu problématique. Et finalement, un CG. Et le problème, c'est que j'avais jusque-là enchaîné 2 épreuves que je pensais avoir bien gérées, à savoir le SH et le triptyque. Mais là, en CG, je sais que j'ai raté. J'avais l'impression d'avoir raté. J'ai eu que faire de nos rêves. Que faire de nos rêves. Un sujet, bon, voilà, il n'est pas non plus le plus difficile de tous, mais bon, ça, en tout cas, je l'ai trouvé assez difficile. Donc, je suis sorti d'HEC, je suis parti en me disant, bah, peut-être je l'ai, peut-être éventuellement aussi, c'est possible de ne pas l'avoir. Ok, ouais, tu sais pas. Et triptyque, ouais, ce que tu disais, c'est qu'en fait, les gens avec qui t'étais, ils avaient pas très bien compris la méthode, c'est ça? J'étais avec. Alors, on est 6 ou 5 en triptyque. On était 3 à connaître la méthode, à bien la maîtriser. Il y avait 2 qui arrivaient un peu et qui ne connaissaient pas vraiment ce qu'ils devaient faire dans leur rôle. Ce qui, à la fois, va affecter leurs notes, mais peut-être aussi... Oui, la tienne, tu te dis à quel impact ça va avoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est là où je trouve que l'épreuve est assez discriminante. C'est que il faudrait qu'on fasse un jour une vraie simulation de triptyque bien comme il faut, parce que en fait, c'est hyper discriminant. À Danilo, évidemment, tous les ans, vous avez une fournée d'HEC, donc vous le connaissez. Parfois, t'as des gars, il n'y avait pas un admissible HEC depuis 5 ans dans leur prépa. La prof, elle sait pas faire quoi, tu vois. Peut-être que ça serait intéressant, par exemple, pour Major Prépa, d'organiser des exercices de triptyque pour des étudiants qui viennent de prépa, qui n'organisent pas forcément beaucoup d'entraînement de triptyque. Ouais, non, mais oui, parce que c'est vrai que c'est peut-être une épreuve très discriminante lorsque tu as fait quelques entraînements, lorsque tu n'as pas fait Bien sûr. lorsque tu n'as fait aucun entraînement. Surtout parce que les sujets, certes, ne se répètent pas, mais sont un peu redondants dans la mesure où c'est un peu sur des enjeux sociétaux, sur des enjeux en lien avec l'environnement. Non, mais totalement. Mais en fait, ouais, il faudrait qu'on fasse un truc dessus. Enfin, je me l'étais noté l'année dernière, mais c'est super difficile parce qu'il faut trouver un prof qui est motivé, 3, 4, 5 personnes tu vois, qui sont prêtes à le faire, qui en général ont eu HEC. Donc, enfin, c'est compliqué à organiser. Mais ouais, il faut qu'on le fasse. Ok. Donc, parenthèse là-dessus. Donc, tu sors d'HEC et finalement, qu'est-ce que ça a donné tes notes? Donc, finalement, alors mes notes, je commence par les mauvaises notes. J'ai eu 6 en maths. Ah ouais, ok. J'ai eu 6 en maths. Je savais que j'avais raté, mais je pensais avoir quand même mieux réussi. Après, moyenne à 8-9, hein, donc c'est pas je pense horrible. Que même la moyenne en maths, c'est peut-être 7 ou 6. Hein. Okay. Ouais, ça dépend. Mais oui, 6, 10 en CG, 18 en espagnol, 15 en anglais, 17 en ESH, 17 en triptyque. Ah ouais, c'est bon. 17 en ESH. Ouais, 17 en ESH. Ouais. Ok. Ouais, vraiment costaud. Enfin, je veux dire, des notes supérieures à 15, il y en a assez peu, quoi. Ok. Donc, et donc, du coup, c'est ça, tu vois, qui sont des notes qui sont bonnes, hein, mais qui sont pas non plus. Enfin, il y a quand même un 6 en maths qui traîne dans le tas, un 10 en CG. Et tu remontes avec ça 450 places, quoi. Ouais. Je pense que mes notes sont un très bon exemple et devraient rassurer
la plupart des candidats et se dire, déjà, j'ai eu des notes en admissibilité qui sont très correctes, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Donc, tu peux quand même être admis à HEC et être admis dans les 3 parisiennes en ayant un 11 en CG HEC et en ayant 10 et 9,5 en ESH pour HEC et ECP respectivement. Et même à l'oral, tu as quand même une marge d'erreur. Lorsqu'on est parmi les derniers, on se dit on n'a aucune marge d'erreur, c'est faux. Tu as quand même une marge d'erreur, tu peux te permettre d'avoir une mauvaise de note. rater, c'est ça, exactement. Et je trouve, c'est une fille de Ginette qui me disait ça, qu'à Ginette, on leur dit, on intègre HEC avec les maths et les langues. Et je trouve que c'est vrai parce que c'est les 2 matières où l'écart type est le plus faible à l'échelle d'un individu, entre guillemets. Tu vois, la moyenne écart type dans chaque épreuve, c'est les mêmes. Mais tu peux avoir 18 et 10 à 2 dissertes de SH à une semaine d'intervalle. Alors que des gens qui ont 18 et 10 en maths, en vrai, ça n'existe pas trop. Enfin, je veux dire, tu t'attendais pas à avoir... tu savais à peu près la note que tu allais avoir. Évidemment, ça se joue à très peu de points. Donc, tu vois, tu peux un tout petit peu mieux réussir une épreuve de maths et tu as 17 au lieu de 15, par exemple, et ça change totalement tes admissibilités. Mais tu vas pas, c'est très rare de s'écrouler en maths, au contraire de surperformer. Tu sais que c'est safe, tu sais avec quel bagage tu arrives en fait le jour de l'examen. Et pareil pour les langues. Les langues, c'est safe aussi. Tu vois, tu as eu des notes hyper cohérentes pendant les écrits, les oraux à chaque... Bon, évidemment, il y a l'espagnol, même en anglais, visiblement, t'es fort. Bah, t'étais tout le temps fort en anglais, tu vois. Tu t'es pas planté un jour, tu t'es pas tapé un vilain 5 en anglais. Alors que t'as eu 17 en ESH à l'oral et t'as eu 10, c'est ça, à l'écrit. Oui, alors que j'avais ma matière forte. Je considère que ma matière forte était le SH. Ouais, voilà, c'est ça. Et pourtant, tu t'es planté sur les 2 épreuves de SH. Donc, voilà, c'est ça aussi. Hein, c'est ce qui explique les aléas des concours. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a des matières qui sont assez rentables quand on vise les parisiens. Après, oui, je pense que les maths et les langues sont des matières sûres pour les écrits, sont des matières très rentables et où il y a moins d'aléas pour être admissible. Mais je pense que pour les oraux, pour intégrer, il ne faut pas forcément viser ou miser tout sur les maths. Peut-être les langues sont encore des matières à ce moment-là qui vont t'aider à intégrer. Mais je pense que lors des oraux, c'est là le moment de viser peut-être dans d'autres matières comme le SH, comme la CG. Parce que ça porte aussi sur ta culture générale. Et là, tu es dans un oral. Donc, ça dépend aussi de ton attitude, de beaucoup d'enjeux. Et en maths, tu peux tomber mais vraiment sur des sujets totalement différents les uns des autres. Donc, je ne sais pas si à l'oral, ça reste quand même une matière... Oui, bien sûr. Tu as eu 6 à l'oral de maths, tu n'aurais jamais eu 6 à l'écrit en maths. Déjà, ça, c'est sûr. Exactement, oui. Et après, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est quand même un travail de longue haleine. Là, il faut réfléchir sur le temps long parce que ce qui fait la différence en CG, enfin en CSH, du coup, ça s'appelle comme ça à l'oral d'HEC, c'est quand même de t'être bâti une vraie culture générale avec, tu vois, des œuvres canoniques dont tu es vraiment capable de parler intimement parce qu'à l'écrit, tu peux un peu faire illusion en disant, OK, en fait, comme à l'écrit, c'est toi qui donnes quelque chose à ton correcteur et point barre. Il peut pas te dire mais attends, mais là tu parles de ça, est-ce que tu peux approfondir s'il te plaît, tu vois. Alors qu'à l'oral, si, totalement. Donc si tu connais une œuvre de manière superficielle et que en fait le correcteur se dit je suis pas sûr qu'il connaisse vraiment ça, je vais lui poser des questions et que tu sèches direct, en fait tu te fais dégommer. Donc c'est là où avoir pris le temps de bâtir une vraie culture, d'avoir vraiment lu les œuvres, de ces êtres appropriés, c'est très rentable, mais c'est difficile de faire ça à 3 semaines. Tu vois, quand tu viens de passer les écrits et tu as 3 semaines pour te bâtir une culture générale. C'est un peu compliqué. Je pense que les stratégies diffèrent entre, par exemple pour la CG, entre les écrits et les oraux. Peut-être pour les écrits, tu peux avoir une liste plus grande d'auteurs et de références à utiliser, à mobiliser. Alors que pour les oraux, je pense qu'il s'agit plutôt de sélectionner et de vraiment approfondir quelques références que tu vas pouvoir utiliser dans presque n'importe quel sujet. Parce que finalement, dans un sujet mot comme la nuit ou je sais pas, le verre, il s'agit plutôt de... je ne sais pas si tu peux trouver vraiment une référence littéraire précise pour parler d'un mot, mais il s'agit de... Comme tu connais à ce moment-là très bien tes références, tu vas les utiliser de sorte qu'elles t'aident à répondre à ce sujet.
C'est pour ça qu'il s'agit plutôt de sélectionner et de trier lors des oraux. Oui, totalement. Ouais, c'est ça. Soit tu as une culture absolument incroyable et en fait, tu arrives à Oui. connaître toutes les œuvres pour le moindre sujet. Soit en fait, tu as juste des œuvres canoniques qui peuvent être un peu saupoudrées partout. Juste Oui. tu les connais bien et tu arrives à les adapter. Ouais, voilà. Il y a des œuvres qui sont tellement riches que de toute façon, tu arrives à les caler dans pas mal de sujets, quoi. Oui. Donc voilà, c'est la différence entre ceux qui bossent, on va dire, pour le concours et ceux qui juste adorent la culture générale. Et enfin, c'est même pas un effort pour eux. En fait, ça fait 15 ans qu'ils lisent des bouquins et ils adorent ça, quoi. Exactement, par exemple, Ouais. ceux qui vont au musée, ceux qui vont au cinéma, ceux qui vont Ouais. voir des pièces de théâtre, bah, tout ça, finalement, ça leur aide beaucoup lorsqu'ils passent un oral de culture générale, évidemment. Ouais, bien sûr, totalement. Ok, donc bah, tu remontes, super nouvelle pour toi. Ouais. Comment tu reçois ces résultats d'admission? Ces résultats d'admission, j'étais chez moi, à Rueil-Malmaison, et je me rappelle, c'est un ami de Danielou qui m'a annoncé, avant que moi je les vois, c'est lui qui m'a annoncé, qui m'a dit que j'étais admis. Et là, je pensais que c'était pas vrai. J'étais dans un rêve. Je me disais, mais c'est pas possible. Je remonte plus de 480 places. Je m'attendais à être admis. Bah, c'était plutôt parmi les derniers, je pensais. Je pensais que j'allais remonter peut-être 300 places, 315, mais pas à ce point, pour arriver avec une certaine aisance en 255e. Ok, et ça t'a rendu, enfin, t'étais plus heureux d'être 250 que 398e. Non, pas du tout, non, mais après, on s'en fout complètement du classement. Ok, T'es admis. Peu importe que tu sois 400 ou que tu sois premier, la joie est la même. T'es ok. déjà. T'étais plus surpris, mais t'étais pas plus Ouais. heureux, quoi. Non, non, Oui, j'étais plus d'accord. surpris. Oui. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, tu préviens tes parents, enfin, ouais. Ouais. Ok. Et là, ça fait quelques semaines maintenant, ou quelques mois presque, Ça que fait t'es à HEC. un mois et demi, 2 mois que je suis à HEC. Ok. Ouais. Et comment tu vis ça? Et comment est-ce que tu as eu des difficultés inhérentes au fait que tu es colombien et pas français? Inhérente au fait, non, non, parce que j'avais déjà la chance d'avoir certains potes à Danilo qui ont été admis à HEC. Donc j'avais déjà un groupe d'amis à HEC. Et je sais pas si des difficultés par rapport à. Bah, des trucs bêtes, je sais pas, pour te loger, alors j'imagine que tu es sur le campus, Oui. pour le prêt étudiant, pour ce genre de choses? Alors, pour le prêt étudiant, bah, pour l'instant, j'ai fait une demande pour être considéré comme boursier à HEC. Donc, je ne sais pas si je devais devoir demander un prêt ou pas. Ouais, parce que en gros, plus ton échelon de bourse est élevé, moins tu payes de frais de scolarité. Oui, oui. Donc, par rapport à ça, oui, j'attends la réponse et en fonction de leur réponse, je demanderai un prêt étudiant d'un certain montant. Donc, on verra. Et non, sinon, ça s'est très bien passé, Ok. la rentrée et tout. Ok. Et est-ce que tu sens le côté international de l'école? Parce que c'est une école avec énormément d'étrangers, mais c'est vrai qu'au sein du programme Grande École, moi j'ai un peu le sentiment que tu as quand même une séparation entre les Français, enfin post-prépa, quoi, et ceux qui viennent des universités étrangères. Toi qui, du coup, un peu entre les deux mondes, comment Mm. tu perçois ça? Alors, je le vois, mais je le sens pas vraiment. On voit des étudiants, lorsqu'on est, par exemple, à la salle de sport, on voit et on entend des personnes qui parlent dans des langues étrangères. On voit beaucoup d'étudiants internationaux. Mais c'est vrai que le programme Grande École, je pense que la plupart, voire presque la totalité, sont des Français qui viennent qui ont fait prépa. Mm. Donc c'est pas vraiment un programme ouvert à des étudiants étrangers parce que tu as besoin de faire une prépa. Donc, ouais, tu vois les étrangers, mais tu es quand même au sein d'un programme très français. Ok. Et Mm. donc, est-ce que tu te sens à ta place? Pareil, enfin, j'imagine que si tu te sens, t'es pas atypique à Danilo, tu te sens pas plus atypique à HEC? Non, non, pas particulièrement. Je ne me sens pas vraiment atypique. Bah, forcément, il y aura toujours euh, quelques éléments qui me distingueront des Français. Déjà, bah, j'ai un accent, tout ça, qui sont des éléments qui font que je ne suis pas forcément français. Ça, je le sais, je suis certain, mais ça n'empêche pas le fait que je puisse m'intégrer Hmm. bien
au sein d'un groupe Ouais. français. Ouais. Oui, ok, je comprends. Et aujourd'hui, alors bon, pour l'instant, c'est très tôt pour le dire. Je ne sais pas si tu as encore une idée précise de ce que tu veux faire. Si tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire. Mais est-ce que tu as l'impression que ta vie, elle est plus en Colombie, en France, un peu entre les deux? Est-ce que tu te poses déjà ce genre de questions? Je me suis posé cette question ouais, plusieurs fois. Et notamment pour les entretiens, parce que peut-être qu'ils allaient me demander, ils m'ont demandé d'ailleurs ce que j'allais faire plus tard. Et moi, j'aimerais bien rester en France ou voire en Europe. Et peut-être éventuellement, lors de ma carrière, rentrer en Colombie. Mais si je rentre, je pense que ça serait pour, pour développer une entreprise ou pour créer des emplois ou pour aider d'une manière ou d'une autre le pays à se développer davantage. Ouais, de rendre ce que la Colombie t'a donné, quoi, en quelque sorte. Exactement, de Hmm. rendre... oui. Et Ouais. est-ce que tu te sens redevable de la France aussi, du système, de tout ça? Bah ouais, c'est toute une question. Je me suis toujours posé cette question parce que parfois, je parlais avec un ami, je me disais, est-ce que je, je me sens, parce que je me sens parfois redevable à la Colombie et par rapport à tout ce qu'elle m'a donné, pour une question plutôt de nationalité. Mais en parlant avec lui, je me suis rendu compte que bah, finalement, je dois beaucoup de choses à la France aussi. Donc il y a aussi ces deux pays qui m'ont beaucoup donné tous les deux. Et bah, je pense que je dois des éléments différents, mais à ces deux pays. Ouais. Ok. Mm. Allez, avant-dernière question. Qu'est-ce que tu fais là actuellement? Alors, juste pour préciser, à HEC, soit on fait ce qu'on appelle une GEB, donc on part à l'étranger, Mm. soit on fait une double licence. Donc, qu'est-ce que tu as choisi comme parcours? Et qu'est-ce que tu comptes faire aussi là, en master? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu vas faire? Comme parcours, j'ai choisi je pars en GEP à Singapour. Ok. Je me disais que c'était une opportunité aussi pour connaître un milieu différent, une culture que je connaissais pas. Et en master, du coup en M2, c'est ça la question? Ouais, enfin, En- une spé ou un type de métier. Bah, c'est vrai que je suis pas pour l'instant certain de ce que je vais faire après. Mais peut-être. En fait, je veux pas dire la finance parce que c'est un peu la voie. C'est un peu bah, ce que la plupart choisissent. Mais je sais pas. À vrai dire. Ouais, c'est trop Ouais, flou pour toi encore. ouais, c'est trop flou pour moi. À un moment donné, je disais que l'entrepreneuriat. Ça m'attire, c'est un domaine qui m'attire, mais je suis pas complètement certain, donc je suis ouvert je me ferme pas non plus à travailler dans le conseil voilà. Ok. Ouais, pour l'instant, tu sais pas. Ouais, Enfin, juste, t'as entendu parler de la finance et du conseil parce que mm, t'es HEC, mais tu sais pas si ça va te convenir. Ok. ouais. Dernière question, donc, j'aime bien la poser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3, 4, 5, 10 ans? Pour moi, Pour toi, ouais. qu'est-ce que je souhaiterais Ouais, au fond, qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce que, en pensant rétrospectivement à ton parcours, qu'est-ce qui te rendrait fier et heureux, tout simplement? Alors, c'est une bonne question, hein, c'est une question philosophique. Ouais, ça va te rappeler l'oral de CG. Ça m'a. Ma, il y a toujours cette question du sens, je pense. Et je pense que c'est une quête dans laquelle on est, à laquelle on commence à réfléchir, bah, notamment en école de commerce. Et j'aimerais bien, par rapport au travail, ben, j'aimerais bien travailler. Comme je l'ai dit auparavant, je ne sais pas dans quel domaine, mais j'aimerais bien travailler dans un domaine qui donne du sens à ma vie et surtout dans un domaine qui me permette de donner de sens à la vie des autres. Et j'aimerais bien faire un travail qui me permette d'aider d'une manière ou d'une autre les autres. Parce que je considère que j'ai une certaine responsabilité parce que tout au long de ma vie, j'ai été aidé d'une manière ou d'une autre par différentes entités, on peut le dire comme ça. Donc j'aimerais beaucoup dans ma vie, sur le long terme, bah, aider des étudiants ou aider la Colombie, ou je sais pas, mais et en tout cas aider euh,
pour un peu, je pense, ce sera un élément important dans ma vie et qui donnera certainement du sens. Merci beaucoup, Géronimo. Merci à toi, Dimitri.